dégradante. On y voit à la fois l'humiliation, alors elle est d'abord sexuelle évidemment, c'est-à-dire que n'importe quelle femme, dans un contexte non amoureux en tout cas, ne va pas exposer ses parties génitales aux premiers venus, et certainement pas des enquêteurs, et pas à des personnes qui arriveraient tout de suite dans une salle de bain et qui verraient tout de suite ça, parce que le sexe est vraiment offert, jambes écartées, aux premiers venus qui rentrent dans la pièce. C'est vraiment une position humiliante. Du point de vue de la victime et de la sexualité de la victime, on se comprend. Et deux, dégradant. Pourquoi? Parce que c'est précisément ce sexe visible offert en premier plan de la pose du cadavre qui a été détérioré, perforé. Donc on nous montre aussi la dégradation dans le même sexe offert. Sans parler de la dégradation au sens de la chosification de cette victime. Puisqu'elle est bâillonnée, elle est ligotée, elle est vraiment prostrée, réduite dans un état de soumission physique. Il n'y a pas d'yeux pour regarder, il n'y a pas de bouche pour réagir. Elle est vraiment à l'état de mannequin. Ok? Donc c'est vraiment une pose humiliante et dégradante. En plus, elle est totalement dénudée, ligotée, bâillonnée, violée, matraquée avec un objet, perforée jusqu'à l'utérus, et noyée. On a voulu la noyer. Noyer comme un dans sa propre baignoire, là, elle faisait le maximum de lessive le mercredi après-midi. Ah, tu vas... Alors, c'est là où ça devient intéressant. Pourquoi une cagette entre les cuisses? Pourquoi la baignoire où on fait le ménage? Pourquoi le bout de bois qui sert à suspendre la lessive, et c'est la moitié de ce bout de bois en pointe qui va être ce qui va servir au viol? Donc tout est rattaché en fait à cette histoire de lessive. Tout l'objet qui est utilisé, qui est l'arme du crime, est en rapport direct avec la lessive. La baignoire, c'est en rapport avec la lessive. La cagette, avec le linge dedans, ça, c'est en rapport avec la lessive. Et pourquoi la cagette? Au surplus du fait qu'elle est l'écran visuel du sexe. On a bien compris que l'individu a voulu vraiment, dans un deuxième temps, mais on va y revenir, cacher tout. Ben, c'est quand même le truc qui est juste à côté du sexe. Donc, je vais pénétrer. J'ai bien compris la logique d'avortement ou de revenir aux sources du mal d'où je viens, qui m'a fait devenir ce que je suis. Mais finalement, qu'est-ce que je suis? Ben, qu'est-ce qui sort du vagin? Qu'est-ce qui est juste à côté du vagin? Une cagette. Qu'est-ce que je suis? Je ne suis qu'une cagette. Je ne suis que du linge. En tout cas, dans le regard de cette femme, c'est tout ce que je suis. Je suis du plastique, je ne suis pas un être humain. Je suis donc du linge, je suis obsessionnellement amené à faire que ça. Pour elle, que ça. Je suis né par un être vivant. À ses yeux, je ne suis qu'une chose en rapport avec le linge. Vous me suivez? Est-ce que c'est pas aussi l'expression d'une repentance? Parce que nous avons aussi des criminels, certes, après avoir commis un acte, le rejet. Oui, alors, finissons-en avec cette première étape. Il y a une étape d'humiliation et de dégradation. Il a fait tout ce qu'il a pu pour mettre cette victime dans une pose, un positionnement du cadavre humiliant et dégradant. Je crois qu'elle n'est pas plus claire. Et notamment d'ailleurs aussi le fait de la mettre dans une boîte. C'est-à-dire il a replié quand même les genoux pour que les pieds ne sortent pas de cette baignoire, vous voyez, pour que ce soit vraiment replié. Il a fait en sorte que les mains soient derrière, vraiment comme si c'était un truc de viande dans une boîte. Hein, je prends l'exemple de la boîte de concert pour vous aider un peu à vous imaginer, mais à partir du moment où vous êtes dans une baignoire, c'est un contenant. C'est comme une boîte voilà, de porcelaine, vous voyez, ou d'objets comme ça. Et donc vous mettez la personne dedans qui ne sortira pas. Elle est en prison, cette femme. C'est-à-dire que quelque part, il la remet dans un environnement complètement réduit. Un peu comme lui se retrouvait dans les 4 murs de sa violence et de sa souffrance. C'est-à-dire qu'il va remettre cette femme qui est à l'origine du mal dans les 4 murs de la souffrance et de la violence d'où il vient.
Il est la cagette. Il vient de ce sexe. Il s'est fait, en gros, avorter. Il remet cette femme qui n'est pas une mère. C'est une chose, cette femme. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais donné d'amour. Elle a toujours gardé une impassibilité devant son propre fils dévalant les escaliers matraqués. Et n'a pas voulu sauver son petit-fils d'une noyade. Il n'y a pas mieux. Donc elle est vraiment froide. Elle n'a pas d'yeux. Elle n'a pas de bouche. Ses mains, elles ne serviront plus à rien. Elles sont ligotées derrière le dos. Et son sexe, la seule chose finalement qu'elle pouvait encore utiliser, parce que de toute façon, elle ne peut plus utiliser ses jambes non plus dans cette position-là. Elle ne peut plus utiliser ses pieds dans cette position-là. Elle ne peut plus rien faire dans cet environnement où elle est complètement cadenassée dans cette baignoire. Elle est réduite à néant. Elle est réduite à rien. Parce que de toute façon, elle n'est rien. Assez. Le rien a enfanté un rien. Un vide, une mort. La mort est revenue faucher la mort. Retour à l'envoyeur. Et avec quasiment toutes les composantes. C'est ça qui est extrêmement intéressant de sa biographie, concrétisée dans une position où vous avez presque tous les éléments de sa biographie. Voilà. C'est passionnant. C'est-à-dire que là, vraiment, on est au cœur de la psychocriminologie qui signe. Hein, c'est ça, une signature. La signature n'est pas qu'à un moment donné un trait de personnalité ou de motivation humiliant et dégradant. C'est là carrément une signature biographique. Une signature biographique ou psychocriminaux-biographique, peu importe comment on va l'appeler, mais au travers d'une pause, vous avez quasiment tous les épisodes qui se sont joués de la vie de cette grand-mère et de cet enfant, du petit-fils avec son père, de sa mère, parce que sa mère elle est également là, aveugle. Sa mère est aveugle, il l'a bâillonnée complètement, elle ne voit rien, cette femme. D'ailleurs, on a bien compris que cette mère est quasiment devenue comme la grand-mère, tout aussi obsessionnelle du ménage, tout aussi casanière. On dit même qu'elle est agoraphobe. Agoraphobe, ça veut dire quoi? Phobie du monde extérieur. Phobie du monde extérieur. Elle angoisse, elle a peur du monde extérieur. Bref, elle ne peut plus sortir de chez elle. Pourquoi? Parce que c'est dangereux, le monde. Elle a tellement été maltraitée que le monde, c'est forcément dangereux. Il vaut mieux rester en sécurité chez soi, faire ses petites choses à contrôler, parce que vraiment, il se peut qu'un jour, il y ait un autre homme qui me fasse du mal, il m'arrive encore un truc qui se remet, il vaut mieux vraiment que ça vienne. Mais agoraphobe, ça veut dire quoi aussi? C'est-à-dire que cette mère, devenue agoraphobe, elle reste, elle aussi, dans ses quatre murs. Elle est emprisonnée dans son angoisse. Elle est complètement prise en otage par son passé, ses maltraitances passées. Et là, pouf, la dame, elle se retrouve entre quatre murs d'une baignoire. Vous me suivez? Qu'est-ce qu'on pourrait voir encore comme point commun? L'eau. Ah ouais? Il me semble bien qu'il y en a un qui, à 3 ans, a fini de se noyer. C'est bizarre, cette vieille dame, elle était noyée. C'est pas un retour à l'envoyeur, c'est pas un parallélisme complet de la biographie de ce qu'elle méritait pour lui faire comprendre, eh bien, ce que c'est de laisser un enfant se noyer et rester derrière sa fenêtre en regardant, en ne faisant que regarder, parce qu'il me semble que c'est ce qu'il a fait. Il s'est positionné ensuite à un endroit très précis, que le gendarme a pris pour voir cette vieille dame mourir, cette fois-ci, sous les eaux. Quoi d'autre? A-t-il eu une relation sexuelle X? Non, je crois pas. Je crois qu'il en était vraiment incapable, tellement il détestait les femmes qui étaient devenues un vrai problème pour lui. Même à imaginer qu'il ait eu une amitié. Moi, je dirais plutôt une camaraderie avec une fille. Encore, il faut voir. Ça veut dire qu'il n'a pas de relation sexuelle, ça veut dire qu'il est devenu voyeur. Il recourt à ces pulsions partielles dont on a parlé ce matin. Voyeur. Fétichiste. Bah, voyeur, on comprend bien, là, il est en plein dedans. Fétichiste. Bah, le cadavre, c'est son fétiche. C'est là où on voit très bien l'association là, ici, Eros et Thanatos, parce que
quel plaisir sans doute pour lui, effectivement, perverti, de mettre en scène une vieille dame avec sexe offert et tout ce que ça implique, sanglant, violent. Et oui, je regarde ça, ça y est, elle est morte, ça y est, c'est fini. Ah mon Dieu, quel soulagement. Mais après, il regrette. Et là, on en vient à Guy, justement. Il regrette. Ah, il regrette. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ah non, je ne peux pas laisser ça comme ça. C'est pas possible. Il y a une deuxième étape dans sa psychologie, qui est au moins aussi importante que la première. C'est-à-dire qu'il va positionner cette cagette et se mettre même à un endroit précis pour ne pas voir la tête, etc. Je ne reviens pas. Il y a donc eu un moment de regret. C'est une deuxième étape, effectivement, comme l'a très bien dit Guy, dans son énoncé. Et donc, pourquoi regrette-t-il? Pour l'instant, on comprenait quand même assez bien le lien avec sa biographie, avec tout ce qu'il est, mais pourquoi regrette-t-il? Au fond de lui, ce n'est pas un incriminé. Au fond de lui. Moi, Effectivement, on pourrait déjà dire qu'il n'est pas né criminel, donc peut-être qu'il réalise qu'après justement avoir tué, voilà, et c'est fini, il a tué la grand-mère, en gros il se dit mais j'ai tué la grand-mère, mais maintenant qui je suis? Voilà, maintenant je suis un tueur. Oh putain, ah alors là oui, je vais tout cacher, etc. Vous voyez? Avant, on pourrait dire ça autrement aussi, avant il était très lié à la grand-mère et à toute l'histoire qui s'en est suivie. Donc, il n'arrivait pas à s'en défaire, tout s'enchaînait, les vols, les violences, son père, sa mère qui vraiment était à côté de la plaque, donc tout ça était étroitement lié à la grand-mère. Donc quelque part, on comprend qu'il veut éliminer cette grand-mère, mais une fois qu'il l'a tuée, une fois qu'il n'est plus là, voilà, une grand-mère morte, enfin il peut exister lui-même. Il a en quelque sorte coupé le cordon ombilical de la grand-mère. Alors il est seul, il dit aïe aïe aïe. Autant là je comprends, je peux tuer parce qu'elle le mérite, parce que je peux pas m'en sortir, mais une fois qu'elle est tuée, au revoir, il reste que qui? Lui. Et lui, cette fois-ci, c'est lui et lui seul. Lui et sa personne, lui et son identité, lui enfin débarrassé, libéré de cette grand-mère qui est tuée. Et là, il revoit ça, il revoit cette scène, il dit oh mon Dieu, oui, j'ai tué. Moi, qui tue, c'est pas moi et ma grand-mère, moi et tout ce que la grand-mère a fait, la grand-mère c'est terminé. Moi j'ai fait ça. Alors là, il regarde, non, je vais tout à fait faire en sorte de tout enlever. Mais c'est moi et moi seul qui mets la cagette parce que je suis la cagette. Je suis toujours froid, je suis toujours le linge, je suis toujours quelqu'un de pas terrible. Mais au moins, je ne suis pas un tueur parce que la cagette ne tue pas, à ma connaissance. Le truc là, donc j'ai pris dans la main, ça tue, ça, oui, c'est vrai, mais la cagette, ça tue pas. s'il se plaît, apparemment, je me rends compte que l'âme de notre posée comme une problématique sur la stabilité de la conscience ou de l'inconscient. Oui, oui, c'est vrai, c'est très vrai. Je veux comme retenir que le délinquant a une conscience et de l'inconscience. Ces deux aspects ne sont pas constants. Ils ne sont pas constants, mais ils s'entrechoquent en permanence. Donc, ce sont les deux aspects qui sont en dynamique. Tout à fait. Mais on comprendra par contre, et je finirai par là, qu'il ait fait ça en regrettant, en cachant, ou qu'il ait fait ça en humiliant et dégradant, c'est inconscient. Il y a une grande partie d'inconscience dans la manière dont il l'a fait. Le même comportement observable par les enquêteurs, qui fera même l'objet d'une qualification pénale, parce qu'on pourrait aller sur l'acte de torture et de barbarie en voyant un truc comme ça. Enfin, une vraie incidence pénale aussi, hein. C'est pas que la psychocriminologie. C'est dire justement qu'un même comportement relève de la conscience et de l'inconscience. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Voilà. D'ailleurs, même moi, j'aurais du mal à savoir exactement, au moment où il a fait ça, par exemple, quel était son niveau de conscience. On ne sait rien, mais par contre, je sais, c'est que
pour en arriver à un tel positionnement qui associe Thanos pardon, et Eros, qui associe donc sexualité perverse et toute puissance, le narcissosexuel bien connu, ou qui associe donc sa violence sexuelle perverse à des fins de gratification ou de libération narcissique, des choses comme ça, c'est absolument pas que la conscience. C'est évidemment pas quelque chose de rationnel de faire ça. Ça n'a rien d'utilitaire de faire ça. C'est pas un mobile classique de faire ça. On ne trouvera jamais ça dans un Colombo. Jamais. C'est très particulier, très personnel, très intime, très sexuel, très fantasmatique, très pathologique peut-être en partie, mais surtout inconscient. Et c'est donc cette dimension inconsciente qu'il faut essayer de bien qualifier par des comportements. Hein, c'est pas très subjectif, il l'a fait. Donc il y a juste un petit peu à dire à quel point c'est inconscient, à quel point c'est pas normal, que c'est pas classique, que c'est pas mobile, etc. Même si on ne sait pas exactement interpréter pourquoi et comment il l'a fait, au moins on sait que c'est inconscient, au moins que c'est une signature, au moins que c'est un fantasme, au moins que c'est une partie de la pathologie. Et une fois qu'on a dit ça, alors on sait qu'on n'a pas affaire à n'importe quel tueur et qu'il sera sans doute susceptible de recommencer en tant que tueur annonciateur d'une série criminelle qui malheureusement s'illustre par le Eros, ayant fait son mariage diabolique avec Eros. Reçu. Merci beaucoup. Ce fut passionnant. Merci à vous. Et je suis ravi d'avoir passé ce moment avec vous. Bon week-end. Je vous en